Le piège de la shortlist. Pourquoi vous êtes souvent finaliste mais jamais choisi? Chaque semaine, je parle avec des femmes. Des femmes extraordinaires, compétentes, 15 ans d'expérience, directrices, managers seniors, des profils qui brillent sur le papier. Et presque toutes me racontent la même chose. Je suis dans le trio gagnant, mais je ne suis jamais choisie. Ou alors, j'ai passé 4 entretiens et chaque fois, ce n'est pas moi qui suis choisie. Et presque toutes pensent la même chose, que le problème, c'est leur CV. Mais ce n'est pas vrai. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui se passe vraiment. Pas pour vous rassurer, mais pour vous outiller. Alors bienvenue dans la masterclass de Clever. Je m'appelle Jennifer Alidor et je suis diplômée de l'ESSEC. J'ai passé plus de 10 ans dans des entreprises du CAC 40. J'ai été formée aussi dans des écoles d'ingénieurs à l'intelligence artificielle. J'ai vécu les deux côtés du miroir, la carrière dans un environnement exigeant, mais aussi les moments de bascule où on se retrouve à se demander si on est encore désirable sur ce marché. Et j'ai compris dans ces moments-là que personne ne dit clairement que le problème, ce n'est jamais le parcours, l'âge ou l'ambition. Non, le problème, c'est l'absence de méthode pour rester lisible dans un marché profondément transformé. J'ai fondé Clever pour cette raison, justement. Pas pour inspirer ou pour motiver des femmes, non, pour leur donner des vrais outils de positionnement, de narration stratégique, de lecture du marché, de maîtrise des algorithmes. Depuis, j'ai accompagné des centaines de femmes, cadres, ex-entrepreneurs, salariés en reconversion, femmes en reprise, qui ont toutes plus de 10 ans d'expérience et qui ont retrouvé leur lisibilité, qui ont retrouvé des opportunités et surtout une rémunération alignée avec leurs valeurs réelles. Je ne parle pas de ce que j'ai lu, non, je parle de ce que j'ai vécu, construit et surtout observé chaque semaine avec des clientes et avec leur parcours. Laissez-moi vous décrire une situation. Une situation que beaucoup d'entre vous connaissent parfaitement. Vous postulez un poste, vous êtes appelé, vous passez un premier entretien enthousiaste, vous passez un deuxième entretien plus confiante, vous rencontrez les RH, vous rencontrez les équipes, vous rencontrez la direction, vous arrivez en shortlist. Vous êtes finaliste. Et quelques jours plus tard, vous recevez ce message. Votre profil était très intéressant, la décision a été difficile, mais nous avons retenu un autre candidat. Vous connaissez ce message. Vous l'avez peut-être reçu une fois, 2 fois, 3 fois. En 4 mois, j'ai passé 3 shortlists finales et je ne suis jamais choisie. Voici ce que m'a dit Christine il y a quelques jours. Et ce n'est pas un cas isolé, c'est un pattern. Un pattern que j'appelle le piège de la shortlist. Vous êtes assez bonne pour être finaliste, mais jamais celle qu'on choisit. Il y a donc un paradoxe. Posons-nous une seconde et regardons ce qui se passe vraiment dans un processus de recrutement. 100 CV reçus, 10 entretiens, 3 en shortlist, 1 choisi. Quand vous arrivez ici, vous êtes déjà dans les 3 meilleures candidates. Sur 100 personnes qui ont postulé, vous faites partie des 3. Donc, la vraie question, ce n'est pas « suis-je assez compétente ?» La vraie question, c'est « pourquoi ce n'est jamais moi ?» Et cette question a une réponse. Une réponse que personne ne vous donne, parce que personne ne comprend vraiment le mécanisme. Sauf qu'il existe, ce mécanisme. Et je vais vous le révéler aujourd'hui. Mais d'abord, il nous faut démolir un mythe. Qu'est-ce qu'on vous a toujours dit? Que pour obtenir un poste, il faut un bon CV, il faut une bonne expérience, il faut les bonnes compétences. Et donc, quand vous n'êtes pas choisi, vous pensez quoi? Mon CV n'est peut-être pas assez fort, je n'ai peut-être pas assez d'expérience dans le secteur précis. Ou encore, mon profil match, mais pas parfaitement à ce qu'il cherche. Regardons la réalité. Quand vous êtes en shortlist finale, les filtres basiques ont déjà été passés. Le recruteur a lu votre CV, il vous a invité, il a vu votre parcours, vous avez rencontré les RH, vous avez vu les opérationnels, vous avez vu la direction. Donc, vous êtes en shortlist, la compétence est validée. Alors, pourquoi vous n'êtes pas choisi? Parce que la décision finale ne se joue presque jamais sur la compétence. Elle se joue sur quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond, de plus subtil, quelque chose que personne ne vous explique. Voici la vérité. Un recrutement, c'est toujours un pari. Pour l'entreprise, pour le manager, pour la direction, mais surtout un pari financier.
Un mauvais recrutement sur un poste à 70 000 € par an coûte entre 100 000 et 140 000 €. 100 000 € perdus, en temps perdu, en équipe déstabilisée, en projet retardé, en recrutement relancé. Et les études sont claires à ce sujet. Un mauvais recrutement représente en moyenne 4 mois de désorganisation pour l'entreprise. Donc, le recruteur qui vous regarde en shortlist, il ne pose pas cette question-là, il ne se demande pas « est-elle la meilleure ?». Il se demande « est-ce que je vais regretter ce choix ? Est-ce qu'elle va rester ? Est-ce qu'elle va s'intégrer dans l'équipe ? Est-ce qu'elle va comprendre la culture ? Est-ce qu'elle va être difficile à manager ? Est-ce qu'elle va partir dans 6 mois ? Il cherche le pari le moins risqué, pas forcément la meilleure candidate. Le pari le moins risqué, oui. Et certaines phrases, certaines postures, certains éléments de votre profil déclenchent parfois, inconsciemment, cette perception du risque. On m'a dit que j'étais peut-être trop senior, on m'a dit que j'étais trop pushy, trop directe, trop franche. Et là, ils ont perçu un risque. Pas parce que vous étiez incompétente, parce que dans leur tête, quelque chose signalait un risque. La recherche en psychologie de la décision le confirme. Face à l'incertitude, les décideurs ne choisissent pas rationnellement, ils s'accrochent à des signaux simples. Des signaux qui leur disent « sûr ou risqué ». Et vous pouvez contrôler ces signaux, mais seulement si vous comprenez ce qui les déclenche. On y reviendra dans les solutions. Mais d'abord, parlons de quelque chose d'autre. Quelque chose qu'on ne dit jamais à voix haute, mais qui peut avoir son importance. Les critères invisibles, ceux dont on ne parle pas. Quand vous arrivez en shortlist finale, tout le monde est compétent. C'est une réalité. Absolument tout le monde. Donc la décision ne peut plus se faire sur la compétence seule, elle se fait sur autre chose. Critère 1, la capacité de projection. Le recruteur doit pouvoir vous imaginer dans ses réunions, face à ses clients, dans l'équipe, dans l'organigramme. Si cette image mentale est floue, vous êtes éliminé. Ce n'est pas conscient, mais c'est réel. Le critère numéro 2, l'alchimie relationnelle. Personne ne l'assume, mais c'est souvent décisif. En shortlist, tout le monde est compétent. Donc la question implicite devient « avec qui ai-je envie de travailler ?» Le feeling, l'énergie, la confiance instinctive, la communication. Ce n'est pas de la discrimination, non, c'est juste de la psychologie humaine. Le critère 3, le biais de similarité. Et celui-là, personne n'en parle vraiment. Mais les études le documentent depuis déjà plusieurs années. Les décideurs ont tendance à choisir des profils qui leur ressemblent. Parfois la même école, parfois le même réseau, parfois le même style de communication, ou alors des références culturelles communes. C'est ce qu'on appelle le biais de similarité. Et les recherches sur les professionnels RH le confirment. Souvent, ils se croient objectifs, même s'ils ne le sont pas. Une étude publiée montre ce qu'on appelle « the bias blind spot » chez les professionnels RH. Ils pensent que les autres ont des biais, mais pas forcément eux. C'est pour ça que certains réseaux existent. Ce n'est pas forcément malveillant, c'est juste systémique. Et le critère 4, l'image que l'entreprise veut renvoyer. Une entreprise ne recrute pas seulement une compétence, elle recrute une image. La start-up peut vouloir un profil dynamique et disruptif. Le grand groupe peut vouloir un profil institutionnel et structuré. Ou encore, la société internationale veut un profil qui paraît corporate et polyvalent. Et selon votre âge, votre style, votre façon de vous présenter, alors vous pouvez correspondre à cette image ou ne pas y correspondre du tout. Les données sont brutales à ce sujet. 51% des cadres de moins de 35 ans et 48% des plus de 55 ans rapportent avoir subi des discriminations en entretien. Ce n'est pas pour vous décourager, non, ou pour vous démotiver, mais c'est justement pour vous outiller. Et le critère numéro 5, la lisibilité politique du profil. Le recruteur veut comprendre dans quelle case vous mettre, quel rôle exact vous allez jouer, quel territoire vous allez occuper dans l'organigramme. Si votre profil est perçu comme trop complexe, trop hybride, trop difficile à positionner, quand le recruteur ne comprend pas immédiatement où vous placez, il choisit quelqu'un de plus simple à lire. Pas le meilleur, mais juste le plus lisible. Et le critère numéro 6, la dynamique interne de l'équipe. Il y a parfois des facteurs complètement invisibles pour vous. Un candidat interne qui était déjà pressenti, un équilibre interne à préserver,
Un futur manager qui ne voulait pas d'un profil trop fort ou trop senior ou trop expérimenté. Des rivalités entre décideurs sur ce poste. Et vous, bien, vous n'aviez pas beaucoup de chance. Pas parce que vous n'étiez pas bonne, mais parce que les règles du jeu étaient un peu différentes dès l'entrée. Le critère numéro 7, la décision collective. Une shortlist implique rarement un seul décideur. RH, manager, direction. Parfois, des parties prenantes que vous n'avez jamais rencontrées. Et chacun a ses critères, sa logique et ses biais. La décision finale est souvent un compromis collectif, pas un choix rationnel. Voilà ce qui se passe vraiment en shortlist. Ce n'est pas un verdict sur votre compétence, c'est une décision humaine, biaisée, politique, psychologique. Et je vais maintenant vous montrer quelque chose d'encore plus précis. Les 7 erreurs que font les femmes en shortlist. Erreur numéro 1. Continuer à prouver sa compétence, c'est l'erreur numéro 1. Vous arrivez en shortlist et vous continuez à faire ça. Vous détaillez votre parcours, vous accumulez les exemples, vous montrez vos compétences. Or, le recruteur sait déjà que vous êtes compétente, sinon vous ne seriez pas là. La question n'est plus « est-elle capable ?». La question est « est-ce que je veux travailler avec elle ?» Erreur numéro 2. Ne pas répondre aux vrais problèmes du recruteur. Vous parlez encore de vous, de vos missions, de vos réussites, pendant que le recruteur pense « quel est mon problème aujourd'hui ? De quoi mon équipe a-t-elle vraiment besoin maintenant ?» Une candidate choisie, c'est une candidate qui montre clairement quel problème elle va résoudre immédiatement. Erreur numéro 3, créer une perception de risque sans le savoir. Certaines phrases semblent naturelles. Elles sont sincères, mais elles déclenchent une alarme dans la tête du recruteur. Par exemple, « Je m'ennuie vite si je n'ai pas de défi permanent. J'ai besoin d'évoluer rapidement. » Ou encore, « Je cherche un environnement qui va me challenger vraiment. » Dans la tête du recruteur, va-t-elle rester ? Sera-t-elle frustrée dans 6 mois ? Sera-t-elle difficile à manager ? Ces phrases vous coûtent des postes. Et vous ne le savez pas. Erreur numéro 4. Avoir un parcours difficile à lire. Les profils atypiques sont souvent les plus riches, mais ils sont aussi les plus risqués pour un recruteur. J'ai un parcours moins linéaire. Quand vous dites ça, vous dites quelque chose de positif dans votre tête. Diversité égale expérience, adaptabilité, polyvalence. Mais dans la tête du recruteur, dans quelle case je la mets ? Le cerveau humain préfère les profils simples à comprendre. Un parcours complexe, sans narration, égale un risque cognitif. Erreur numéro 5, ne pas rassurer sur l'intégration dans l'équipe. Le recruteur ne recrute pas seulement une compétence, il recrute une personne qui va vivre dans son équipe. Il se demande inconsciemment, va-t-elle créer des tensions ? Va-t-elle comprendre la culture de l'équipe ? Va-t-elle collaborer facilement ? Les candidates choisies rassurent instinctivement sur ce point. Pas parce qu'elles mentent, pas parce qu'elles ont appris, mais bien parce qu'elles ont appris à adresser cette question. L'erreur numéro 6, ne pas créer de projection. Une bonne candidate raconte son passé. Une candidate choisie projette le futur. La différence en pratique. Version passée. J'ai dirigé plusieurs projets de transformation digitale. Version projection. Dans ce poste, je vois clairement comment je pourrais structurer votre stratégie digitale sur les 12 prochains mois. La projection est infiniment plus puissante que la description du passé. Erreur numéro 7. Ignorer la dynamique politique. Un recrutement n'est jamais une décision purement rationnelle. Il y a des enjeux invisibles, des équilibres de pouvoir, des agendas internes. Et une candidate peut être excellente, mais si elle est perçue comme perturbant un équilibre interne, elle est écartée. Voilà les 7 erreurs. Et maintenant, ce que vous attendez, vraiment, les solutions. Maintenant que vous comprenez le mécanisme, voici ce que vous pouvez faire. Solution 1. Clarifiez votre positionnement en une phrase. Le problème le plus fréquent que j'observe, le recruteur ne comprend pas immédiatement ce que vous apportez. Au lieu de dire « mon profil est moins linéaire », quand le parcours est complexe et non raconté, le recruteur perçoit un risque cognitif. La solution, créer une phrase de positionnement claire. Voici la structure. Je suis fonction, spécialisée dans problème métier précis, pour type d'organisation. Exemple, une version floue serait «
je suis directrice communication avec 15 ans d'expérience. La version positionnée, je suis directrice communication spécialisée dans la transformation de marques dans le secteur de l'assurance. L'effet, une lisibilité immédiate. Le recruteur comprend en 5 secondes. Solution 2. Transformez votre parcours en narration stratégique. 2 candidates peuvent avoir exactement le même parcours et produire 2 perceptions totalement différentes. La candidate A présente une liste de compétences, alors que la candidate B raconte une histoire avec un fil rouge et un fil conducteur. La structure narrative à utiliser. Situation, quel était le contexte? Défi, quel était le problème? Action, qu'avez-vous fait exactement? Impact, quels étaient les résultats mesurables? Le recruteur peut vous projeter. Il voit le futur, pas seulement le passé. Solution 3. Réduire la perception du risque du recruteur. C'est la partie la plus puissante et la plus rarement travaillée. Le recruteur se pose toujours ces questions invisibles. Va-t-elle rester? Va-t-elle s'intégrer? Est-elle trop senior? Est-elle trop ambitieuse? Le recruteur ne choisit pas toujours la meilleure candidate, il choisit le pari le moins risqué. Donc, il faut répondre explicitement à la question implicite. La structure, pourquoi moi, ma valeur unique pour ce rôle précis? Pourquoi ce rôle? La logique de ma démarche. Pourquoi maintenant? La temporalité de mon projet. Exemple, version générique, je cherche un nouveau défi dans la communication. Version qui réduit le risque perçu. Après 15 ans dans la communication d'assurance, je veux aujourd'hui apporter cette expertise dans un environnement plus entrepreneurial. L'effet, vous rassurez la décision. Vous répondez avant même qu'on vous le demande. Bien maintenant, revenons au point de départ. Vous êtes en shortlist. Vous êtes dans les 3 sélectionnés sur 100 candidats. Vous n'avez pas de problème de compétences. Ce que vous avez, c'est un problème de lisibilité stratégique. Le recruteur ne voit pas clairement ce que vous représentez. Votre valeur est difficile à lire. Votre parcours crée peut-être de l'incertitude. Votre profil déclenche des signaux de risque. Et tant que ce n'est pas résolu, vous pouvez être excellente. Vous pouvez postuler encore et encore. Vous resterez dans le piège de la shortlist. Mais la bonne nouvelle, c'est un problème qui a une solution. Ce n'est pas une question de chance. Non. Ce n'est pas une question de réseau. Non. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de stratégie. Clarifier votre positionnement, raconter votre valeur, réduire la perception du risque. C'est exactement ce que nous faisons chez Clever. Non, pas en théorie, mais en pratique. Sur votre cas, votre parcours, votre marché. Si vous voulez comprendre précisément ce qui bloque dans votre situation et construire la stratégie pour en sortir, il y a un lien juste ici et vous pourrez comprendre votre situation. Parce que vous avez passé assez de temps en shortlist aujourd'hui, il est temps d'être choisi. Vous êtes une leader, alors bienvenue chez Clever.